Bonsoir à tous. Sport Club vous accueille pour un nouvel échange sur les questions de sport. Bienvenue au Le nerf de la guerre bloque, la reprise des compétitions en championnat de football. Où trouvera-t-on l'argent pour que les clubs regagnent les pelouses? C'est la question sur la table des discussions. Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo, la compétition décalée en 2020, de 2020 à 2021 et qui connaît déjà les premiers désistements. Le plus grand rendez-vous planétaire du sport serait-il menacé? Doit-on tout simplement annuler cette compétition pour cette année? C'est ce que nous allons voir avec nos consultants qui sont tous présents sur ce plateau. Je vais commencer par Samuel Zona Nkomo de la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité pour venir participer à cette séance, je dirais, conviviale d'information, n'est-ce pas, ces téléspectateurs. Et c'est vraiment la convivialité. Thierry Motomo, bonsoir également. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV Sport Entertainment. Vous êtes entraîneur de football et il y a un problème dans les clubs ces jours. Comment est-ce que vous le ressentez? C'est un peu difficile, ça il faut l'avouer. Je le ressens plus parce que je suis passé directeur des sports, directeur sportif de l'équipe du Tonnerre Calera Club. Donc on peut s'imaginer que je suis un peu au cœur de l'action à ce moment-là. C'est très difficile, c'est pas évident. Bon, mais je crois qu'on va trouver des solutions et vivement que le problème s'arrange parce que nous sommes un peu pris par les délais. N'est-ce pas, imposé par la FIFA et la CAF. Et peut-être des solutions que pourra nous proposer Franck-Ghislain Onguéné, qui est également sur ce plateau. Il est consultant en marketing du sport. Bonsoir. Bonsoir Edith et bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV Sport. Et tout à côté de vous, c'est Emmanuel Mbankolo, qu'on ne présente plus, mais bienvenue Emmanuel. Merci de m'avoir convoqué ce soir encore Edith. Bonsoir à vous, bonsoir au panel, bonsoir à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir. Et à vous tous qui nous suivez, merci d'être avec nous. Madame, monsieur, amis sportifs, installez-vous. On démarre tout de suite après ceci. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Bienvenue une fois encore, pause actuelle en ouverture de cette édition de Sport Club. Première destination, le gymnase de Fandena qui opère SAMU en vue de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. La compétition aura lieu au Cameroun à partir du 8 juin prochain. Le site a été choisi pour abriter des séances d'entraînement de certaines équipes. Un site qui est en phase d'achèvement. 30% de travaux restent à effectuer pour son entière opérationnalité. À 13 jours du kick-off de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames, quel sentiment est-ce que suscite cette infrastructure? La question, je la pose très rapidement à Emmanuel Mbankolo. C'est déjà d'abord un sentiment de satisfaction, même si on reste encore sur le fait de ce qu'on espère que dans les 10 prochains jours, on pourrait avoir une très grosse évolution, mais je crois que côté gouvernement, côté ministère des Sports, on a mis l'accent sur les maillons essentiels parlant de ce gymnase-là. Et c'est bien qu'après une vingtaine d'années, voire même un peu plus, qu'on ait simplement décidé du côté du ministre des Sports et de ses collaborateurs et même de la primature de prendre le taureau par les cornes et se dire simplement qu'il faut finalement y aller. Moi, ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que sans faire du bruit quand même, il y a plusieurs mois qu'on avait décidé de lancer les travaux de ce côté-là. Et c'est en cela que je dis quand même qu'il y a des actions efficaces qui sont menées
sans ramdam ni tambour, et sûrement du côté du ministère des Sports et de son chef de département, on a décidé de faire beaucoup plus la place à l'action qu'au bruit. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui quand on regarde l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, Samuel Zona, c'est une question qui vous interpelle directement. Le gymnase de Fandena qui a repris vie, disons-le ainsi. Comment est-ce que vous vivez cela au niveau du ministère des Sports? Avec bonheur. Avec bonheur, quand vous connaissez que nous sommes dans un, quand j'ai dit nous, le Cameroun, dans un processus d'acquisition d'infrastructures sportives pour la plupart ultra-modernes, eh bien voilà une qui vient s'ajouter à cette offre-là. Et vous voyez bien qu'en ligne de mire, il y a la 24e édition de la Coupe d'Afrique de handball dames senior qui se joue au Cameroun, abrité donc par le Cameroun. Le président de la CAF sera forcément surpris parce qu'il faut le dire, c'est pratiquement un bonus parce que tout était déjà pratiquement arrêté avec cette infrastructure-là. L'évolution au niveau des travaux est satisfaisante et je puis vous rassurer que pour avoir assisté à quelques réunions préparatoires à cette compétition-là, il y a un taraflex, il faut bien se dire, qui s'apprête, n'est-ce pas, à être posé là-bas. Et quand on parle de taraflex, vous comprenez que c'est des conditions optimales pour que des séances d'entraînement, puisque ce gymnase est réservé pour les entraînements, puissent se faire de ce côté-là. Donc, fournir autant d'infrastructures pour cette compétition. Et le président de la commission centrale d'organisation, qui est le président de la Fédération camerounaise de handball, a assuré que le Cameroun est pratiquement au top. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est 12 nations qui sont appelées. C'est organisé, c'est programmé pour que les rencontres puissent se jouer, n'est-ce pas, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et puis, que les entraînements puissent se dérouler sur les sites qui ont été convenus, notamment ce gymnase de Fandena. J'ai bien envie de vous croire, mais j'ai une petite inquiétude. Vous avez parlé de bonus tout à l'heure, tout en assurant que tout avait déjà été calé. Pourquoi donc avoir introduit cela quand on se dit quand même que la compétition est déjà à nos portes? Quand je parle de bonus, c'est pour dire que le Cameroun est en surcapacité. C'est de cela qu'il est question. Vous enlevez, n'est-ce pas, ce gymnase-là, eh bien, le Cameroun abrite toujours dans des conditions normales la CAN de handball parce que, conformément, n'est-ce pas, au programme qui est établi avec, n'est-ce pas, des autres infrastructures qui sont prévues, notamment le terrain, n'est-ce pas, des travaux publics et le gymnase même et le palais des sports même. Lorsqu'il n'y a pas match, dites-vous bien que des séances d'entraînement sont programmées pour être faites, réalisées sur cette aire-là. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de bonus. Alors, Thierry Motomo, je viens à vous. Peut-on parler de surcapacité en ce qui concerne les infrastructures en termes de sport demain? Surcapacité, on peut parler ainsi, parlant des infrastructures en général, mais surtout des infrastructures de foot. Et je peux dire aussi d'athlétisme, parce que nous avons des complexes, des stades qui sont nés et on a doté ces stades, n'est-ce pas, de pistes d'athlétisme et autres. Mais s'il faut parler en termes de gymnase, je crois qu'après celui du Papousie que nous connaissons tous, nous avons de l'autre côté un gymnase qui est né du côté de Douala et qui n'est pas encore opérationnel. Mais les deux gymnases simplifiés, entre guillemets, parce que c'est ça le véritable terme qu'on avait utilisé au départ, les deux gymnases simplifiés, ils ne sont jamais sortis de terre. Ici, je ne voudrais pas être celui qui roule à compte courant de ce qu'Emmanuel et puis Zona sont en train de signaler ici, mais il faut reconnaître que cette compétition a été renvoyée. Et si elle avait été renvoyée, mais comment est-ce que ce gymnase aujourd'hui n'est pas prêt ? Aujourd'hui, on nous parle de surcapacité. Non, arrêtons un peu ça. C'est-à-dire que le gymnase, on a préféré choisir le gymnase de l'école des travaux pour servir, n'est-ce pas, de camp d'entraînement et puis celui du Papousie. Mais oui, j'accepte donc maintenant le mot bonus parce que je ne voudrais pas dire que nous bricolons. Mais vraiment, on ne va pas avoir ce gymnase complètement prêt. On voudrait l'avoir prêt juste pour les entraînements. Mais on ne va pas dire qu'il est complètement prêt parce qu'il ne sera pas complètement fini. Et c'est ça qui est un peu regrettable parce que vous ne pouvez pas avoir une compétition qui a été prévue pour une date bien précise. Et à cette date-là, ce gymnase n'était pas prêt.
Et maintenant, parce que la compétition a été décalée, renvoyée, aujourd'hui, on nous dit tout est correct, tout est ceci. Au niveau de l'organisation de cette compétition, il y a beaucoup de couacs. Mais je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise oeil. Je vais aller prendre l'avis de Francis Léonguéné. Vous partagez ce que Thierry Metomo vient de dire en ce qui concerne ce gymnase? Un peu oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire que ce gymnase fait partie des projets de ce qu'on avait appelé à l'époque le PENDIS, sous le ministre Edouard, c'est-à-dire que le Programme national de développement des infrastructures sportives. Et on savait justement, c'est un projet qui devait être livré il y a au moins une décennie, aujourd'hui. Je vais en toute humilité, reconnaître que j'ai été très surpris lorsque j'ai vu les images du ministre qui justement parlait de la rénovation de ce gymnase. Il avait totalement été abandonné. D'ailleurs, il était devenu une sorte de garage pour des gros porteurs et aussi pour une certaine catégorie de Camerounais qui avaient décidé des lits domiciles dans ces lieux-là. Mais c'est une grande joie de voir qu'aujourd'hui, il est rénové. Mais il faut se dire quand même qu'on a pris un gros retard. Honnêtement, ce gymnase pouvait même participer à la compétition d'une manière comme d'une autre. Maintenant qu'on en parle comme étant un gymnase d'entraînement, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait qu'on travaille davantage. Il faut rappeler aussi qu'on a eu un peu l'impression que la CAN de volleyball nous a un peu surpris. C'est quelque chose quand même qu'on annonce depuis 2 ou 3 ans. On nous dit c'est possible que le Cameroun organise la CAN de volleyball, de handball autant pour moi. Donc à un moment on s'est dit on va le faire et puis on va pas le faire et puis finalement on le fait. Donc moi je pense qu'il faudrait au terme de cette compétition-là se poser les vraies questions sur les sports de main, tels qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Parce qu'il faut dire que les infrastructures qui sont construites aujourd'hui font ipso facto du Cameroun l'une des premières destinations sportives en Afrique au sud du Sahara. D'ailleurs, je pense que le récent document des homologations des stades publié par la CAF démontre encore que le Cameroun est au moins dans le top 5 des nations les mieux loties en infrastructures sportives aujourd'hui. Maintenant, sauf que le vrai problème qui se pose, c'est que les sports de main ou alors les sports inside, les sports de salle ont du mal à pouvoir véritablement se doter d'infrastructures. Pourtant, on sait que le Cameroun fait de belles performances, que ce soit en volleyball, que ce soit en basketball. On le voit encore avec FAP, on l'a vu encore avec FAP, on le voit actuellement avec FAP du côté du Rwanda. On le voit également dans le handball, mais on a l'impression que c'est un pan dans le développement des infrastructures, c'est un pan qui est souvent négligé. L'athlétisme aujourd'hui peut se targuer d'avoir énormément d'infrastructures, mais on n'a presque jamais des compétitions d'athlétisme de haut niveau. Donc il faudrait travailler cela, c'est-à-dire qu'au terme de ces compétitions-là, que ce soit la CAN féminine de handball, que ce soit même la CAN masculine qui arrive, qu'on s'asseye et qu'on se dise comment on réorganise justement l'exploitation de ces infrastructures, s'il en faut, ou alors s'il faut justement, quels sont les mécanismes de gestion de ces infrastructures. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard dans l'achèvement des travaux, Samuel Zouna? Vous faites bien de poser la question parce que justement, j'allais réagir dans ce sens et pour demander d'être honnête sur ce plateau. Et honnête pour dire quoi? Pour dire que lorsque la CAP, la Confédération africaine de handball, sollicite le Cameroun pour l'organisation de cette compétition-là, eh bien, les infrastructures sont sélectionnées. Il faut être clair là-dessus. C'est pour ça que je demande de parler d'honnêteté. Le gymnase d'Infandena ne fait pas partie. Il faut être clair. Donc, il n'y a aucun... Voilà, il faut donc le dire. Donc, il ne peut pas, donc, logiquement, objectivement, on ne pourrait pas parler de retard par rapport à ces gymnases-là. C'est pour ça que j'ai parlé de bonus. On ne parle pas de retard par rapport à la CAN. Voilà, du gymnase. Les autres panélistes l'ont dit. Donc, il fallait effectivement recadrer cela, rectifier cela pour dire que là, c'était hors contexte. D'où l'expression bonus, d'où l'expression surcapacité, parce que nous allons au-delà de ce que la Confédération africaine de handball demande conformément au cahier de charges. Ça, il faut être clair là-dessus. On peut faire le parallèle avec le football. On est en surcapacité pendant qu'on demande 3 terrains d'entraînement. Le Cameroun en offre 5 sur chaque poule. C'est pour ça que nous parlons de surcapacité. Donc, il faut plutôt louer cette action parce que nul n'ignore que ce gymnase a quand même fait 10 ans. On a constaté qu'il y avait 10 ans d'arrêt de justement, travaux. c'est là notre question. C'est là notre question. Après tant d'années, qu'on en vienne aujourd'hui à nous dire qu'il y a encore 30% de travaux à effectuer et que les entraînements pourront s'y dérouler, c'est bien.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce retard? Et c'est pour ça qu'il faut magnifier l'engagement patriotique, n'est-ce pas, des responsables qui ont cru bon en ce moment précis où le Cameroun doit inviter la jeunesse africaine sur son sol, n'est-ce pas, de terminer avec ces travaux-là. Tout le monde sait que ces travaux se sont arrêtés parce qu'il y a eu des problèmes de maturation de projets, de problèmes de financement de projets. Il n'était pas seul. Vous savez bien qu'il y a un gymnase similaire du côté de Douala qui n'existait même plus parce qu'à la place, eh bien, c'est tout le complexe de Bépanda avec la rénovation, à savoir le terrain de la réunification actuelle et son terrain d'entraînement. Donc, ça fait un vaste complexe là-bas de ce côté-là. Donc, le complexe initialement prévu là-bas a pratiquement disparu. Vous vous souvenez que la toiture s'était même écroulée. C'est ça que je parle, n'est-ce pas, de problème de maturation de projet. Donc, il faut être clair là-dessus, il faut être honnête là-dessus. Donc, les travaux ont été arrêtés pour ces soucis-là. Et je dis, il faut féliciter quand c'est bien, c'est bien. C'est pour ça qu'à la prise de parole, je vous ai dit que le président de la CAP sera fier, n'est-ce pas, de cette alternative proposée encore par le Cameroun qui démontre par là qu'il est effectivement engagé à abriter convenablement la jeunesse sportive africaine en ce qui concerne la crème du handball dames africain. Thierry Metomo. Edith, vous savez, je comprends Zona. C'est la cellule de communication du ministère, c'est logique, c'est normal. Il faut bien qu'on essaye de polir un certain nombre de choses. Mais il faut se dire des vérités, Zona. Je crois qu'ici, Ongene a parlé du projet Pendis. Et le projet Pendis, nous savons que ce n'est pas une affaire d'il y a 10 ans. Pas du tout. C'est quand même une affaire de 2008 et puis un projet qui avait commencé depuis les années 2000. 2000, je dis bien 2000. Et que, n'est-ce pas, M. Edouard est venu réellement sortir de terre. Mais nous avons eu plusieurs fois, n'est-ce pas, des ministres qui sont passés et qui ont demandé à revoir complètement le projet. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été plombé comme il a été, comme nous le voyons aujourd'hui. Parce que le Cameroun, même pour la CAN, on ne devrait pas avoir de soucis. Les stades et autres devraient être prêts depuis 2013, je crois bien, 2013-2014, parce que le Cameroun voulait organiser une Coupe d'Afrique entre 2016 et 2018. Donc il faut un peu, je vous comprends, mais je vous dis encore, si nous reprenons ce gymnase, il a combien d'années ? Parce que peut-être c'est une erreur quand il parle de rénovation, on va rénover ce qui existe, mais ce qui n'a jamais existé, on ne peut pas parler de rénovation à ce moment. Vous ne pouvez pas avoir une canne, n'est-ce pas, de handball qui arrive, et vous avez un projet comme celui-là, c'est-à-dire un gymnase qui existe, et vous oubliez complètement de mettre ce gymnase sur pied pour dire que nous allons plutôt aller présenter c'était quoi, l'école pour les travaux publics. Mais à ce moment, je dis non, c'est la blague, parce que c'est pas aujourd'hui que le Cameroun sait qu'il va organiser la CAN de handball. J'ai dit cette CAN a été renvoyée. Donc ça veut dire qu'on avait le temps, n'est-ce pas, de régler le problème, n'est-ce pas, de ce stade-là. Donc je crois que on n'a pas beaucoup bougé. On n'a pas beaucoup bougé. Un petit mot encore. Un petit mot, mais avant ce petit mot, je vais quand même avoir mes deux consultants à ma droite. Il y a quand même un problème. Je ne sais pas comment on explique. Est-ce un laxisme ou alors un manque d'intérêt des sports de main ou des sports de salle? Moi, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'en entreprise, comme en matière de gouvernance, à chaque équipe, son fonctionnement. Et ce que moi, je sens aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des Sports, il y a une équipe qui a un regard panoramique et qui essaye simplement de doter le mouvement sportif de tout ce qui pourrait l'aider. Alors, est-ce que la rénovation de ces gymnases, c'est une affaire de 10 jours? Je ne pense pas. Ce que je pense, moi, c'est simplement que on a fait le choix au ministère des Sports de ne pas communiquer sur les travaux. Et le fait de l'ambivalence un peu au niveau de la décision de quand est-ce qu'on pourrait avoir la compétition a fait quoi? A simplement fait que le Cameroun se dise on ne va pas aller mettre le gymnase de Fandena dans les infrastructures, on essaye d'être prudent, mais on parle quand même de la salle du sous-sol, de la salle principale et du gymnase des travaux. Donc, au niveau de la KVB, quand on a essayé de faire les simulations, on s'est bien rendu compte que oui,
par rapport à ces poules, par rapport à ces heures d'entraînement, ça rentre dans le cahier de charge. Maintenant que du côté du ministère des Sports, on a pris sur soi d'accélérer les travaux et simplement de se dire que, bon, voilà, pourquoi attendre? Ce qu'il faut, c'est de démontrer à la KVB, en association avec la Fédération camerounaise de handball, que le Cameroun est capable. Par conséquent, on vient en rattrapage, leur faire savoir que, en plus de ce que vous savez, on vous offre encore ceci pour des séances d'entraînement, pour désengorger si besoin se ferait sentir, pour désengorger un peu. Et dans d'autres pays, ça aurait été un gymnase pour des matchs. Mais le Cameroun, quand vous voyez un peu ce qui est fait de ce côté-là, maintenant ce gymnase a mis quoi? Près de 14 ans à être posé. Parce que là-bas, vous aviez des tribunes. Ces tribunes ne manquaient qu'à ce qu'on fixe des sièges au cas où on veut. Mais est-ce qu'on va faire porter à ceux qui sont là aujourd'hui la charge? Non, pas pour leur faire porter la charge, mais juste pour savoir ce qui a expliqué, ce qui pouvait expliquer ce retard, et Samuel Zona s'est quand même attelé à nous donner quelques éléments de réponse. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui ont une certaine vision, et tout cela, c'est la fierté du Cameroun, parce que c'est la preuve de ce qu'il y a encore des concitoyens qui pensent que des choses sont possibles et que le tout, c'est essayer simplement d'aller taper dans la fourmilière. Je vais passer la parole quand même à Francis Lengwene pour avoir son avis. C'est un consultant en marketing du sport. On aura peut-être une autre vision des choses. Moi, peut-être au-delà même de cette compétition, puisque je pense que l'essentiel a été déjà dit sur les retards et tout, ce serait plutôt d'avoir un regard prospectif. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que soyons sérieux, soyons logiques, ce sera difficile de pouvoir boucler ces travaux en 10 jours. Vraiment, si on réussit ça, ce sera un exploit herculéen, bravo, mais ce sera compliqué. Et comme nous nous connaissons entre nos Camerounais, vu que ces travaux ne vont pas s'achever, il y a de fortes possibilités que ce gymnase retombe encore dans ces travers d'avant, c'est-à-dire qu'on ait un demi-gymnase ou un gymnase et demi, ou ce que vous voulez, qui ne pourrait pas véritablement, parce que Emmanuel l'a dit tout à l'heure, effectivement ce gymnase peut servir de compétition. Ce que les gens ne savent pas et ce qui m'a toujours choqué, c'est que la finale de la Coupe du Cameroun de handball par exemple se joue au Mateko, et ça n'a jamais choqué personne dans un pays où on a un palais des sports qui est l'un des palais des sports les plus convoités au monde aujourd'hui, et chaque fois le championnat se joue au Mateko, des fois on joue peut-être une question d'argent. Non, c'est pas un problème de question d'argent, c'est pour cela que je dis il faudrait qu'on ait un regard prospectif dans la façon de gérer ces infrastructures. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de construire des infrastructures qu'on va fermer et auxquelles n'auront jamais accès les fédérations. Je suis presque sûr aujourd'hui qu'il y a de très fortes chances qu'on ne joue presque jamais le championnat à Japoma ou à Olembe. Le championnat, là, rapidement, je fais un crochet sur le football. Mais ce sera pareil. Combien de fois, si on finit, ce gymnase, si au moins on le termine, on est presque sûr que des matchs du championnat de handball ou même de la Coupe du Cameroun peuvent se jouer là-bas. C'est pour cela qu'il faut le terminer, il faut l'achever. Il ne faudrait pas, si c'est un bonus pour la CAN, d'accord, mais cet aspect bonus-là ne doit pas empêcher l'achèvement complet des travaux. Parce que là, il faudra attendre une autre administration qui aura la vision qu'évoque tout à l'heure Emmanuel Bankolo pour pouvoir l'achever et on retombera dans le même travail. Je pense qu'il faudra vraiment que le ministre et toute son équipe s'asseyent et se disent « Ok, on a pris sur nous de pouvoir terminer cette affaire, terminons et faisons ce don-là à la jeunesse camerounaise qui en a besoin. » Il a ses oreilles sur ce plateau. Je vous remets la parole, Samuel Zona. Pour bien comprendre en quoi la finalisation des travaux du gymnase d'Mfandena serait-elle problématique? Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un problème alors que nous sommes en train de finaliser les travaux? Il me semble que c'est plutôt un sentiment c'est une crainte légitime des Camerounais quand même. Qu'on devrait avoir. Maintenant, sur les délais, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis par ailleurs journaliste et je ne fais pas du journalisme assis. Même s'il y a de la communication là-dedans, je vais sur le terrain, je vais toucher du doigt pour des choses vues et entendues. Et sur ce point, moi, je suis allé au gymnase d'Mfandena. Donc, pour les délais, ce n'est pas 10 jours. Vraiment, il faut le dire à vos téléspectateurs. Parce qu'à la sortie de cette émission, on pourrait croire que des gens ont rafistolé en 10 jours, n'est-ce pas, pour faire du badigeonnage sur le complexe d'Mfandena, pour tenir le temps de 10 jours pour la CAN de handball. Non, le problème se pose au lendemain du déguerpissement, entre guillemets, des boxeurs du côté du camp de l'unité.
ça fait des morts aujourd'hui. Exactement. Voilà. Alors, le patron des sports trouve qu'il faut effectivement une solution à ce problème puisque, du coup, les boxeurs sont errants. Alors, on a commencé à estimer qu'il pourrait aller, n'est-ce pas, du côté de Fandena. Ce qui pose donc justement le problème de l'occupation ou bien de l'utilisation multiple de ce complexe. Donc, il ne sera pas simplement réservé. D'avoir décidé de fermer le camp de l'unité. Il ne sera pas simplement. J'ai parlé. Vous voyez, moi je ne l'ai pas dit. Bien sûr, merci. Moi je ne l'ai pas dit. D'avoir décidé de fermer le camp de l'unité parce qu'on n'allait jamais avoir le gymnase de Mfandena. Il fallait retracer la vérité vérité parce qu'on pouvait croire au sortir de cette émission que c'est des questions de 10 jours. Maintenant, il faut savoir que c'est le handball, c'est le volleyball, c'est le basketball, c'est même les sports de combat. Et même le tennis de table qui est dehors. Oui, le badminton et autres. Donc, toutes ces disciplines, d'ailleurs, moi j'étais sur le terrain, donc cette piste, cette aire-là est multifonctionnelle. Et lorsque Ghislain dit qu'il a peur qu'on ne retombe, ou alors qu'on ne tombe sous le coup de l'arrêt des travaux juste après le passage de la compétition de handball, il faut faire le diagnostic, dire donc aux téléspectateurs de quoi il est question, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a été fait. Mais il me semble que tout le gros œuvre a été fait, c'est un homme de terrain qui parle. La piste, je vous l'ai dit, l'aire de jeu, elle est multifonctionnelle, c'est-à-dire que toutes les disciplines qui pratiquent les sports de salle peuvent être faites. En tout cas, comme c'est le handball qui passe en premier, on peut être tranquille. Les gradins, ils sont les vestiaires qui sont extrêmement, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est important. Ultra moderne. Oui, bon, je dis c'est important pour une compétition, pour les équipes, sont là. Les toilettes, bon, c'est déjà dans les vestiaires, bien entendu. Donc, la lumière, il faut également le dire, et de l'eau. En tout cas, toutes les commodités pour pouvoir abriter... Si donc ces commodités sont là, c'est pour, n'est-ce pas, apaiser les peurs de Ghislain Nguyen. Il faut dire que... Après, le voilà rassuré. Hein. après le gros œuvre, voilà effectivement ce qui restait à faire au-delà de ça. Sauf si toi, qui es consultant en management du sport, me diras que non, il y a tel autre élément qu'on aurait dû oublier. Quand je vous ai parlé de lumière, ça veut dire que les matchs vont se jouer en diurne, en nocturne. Ça, il faut être clair là-dessus. Sauf si vous me dites qu'il y a un élément qu'on a oublié là-dessus. Mais il me semble que tout ça a été, toutes ces problématiques ont été adressées. Nous sommes tous rassurés que le gymnase de Mfandena pourra abriter les séances d'entraînement des équipes venant disputer la Coupe d'Afrique des Nations de handball, la 24e chez les dames, et ce sera à partir du 8 juin prochain, ici même à Yaoundé. Une petite pause et on se retrouve tout juste après. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Du handball au football, il n'y a qu'un pas et ce sera la deuxième articulation de la pause actu de cette édition de Sport Club. Coupe d'Afrique des Nations de football Total Cameroun 2021. Le pays hôte s'active pour une parfaite organisation de la compétition. Ce mercredi est le 4e jour de la visite des émissaires de la CAF au Cameroun. Ils sont ce jour dans la ville de Douala pour visiter les infrastructures sportives et hôtelières de la région du littoral. Bien avant, ils sont allés dans les régions du nord et de l'ouest pour les mêmes causes. Des infrastructures qui sont déjà bien installées dans notre cité ou dans nos villes du Cameroun. Il était donc question de toucher du doigt l'état d'avancement de ces infrastructures sportives et même hôtelières dans ces différentes régions. La fin donc du périple, c'est pour le 28, c'est-à-dire vendredi prochain. De manière générale, les experts de la CAF sont en train de faire un travail juste pour voir si tout est bien calé pour que la compétition puisse avoir lieu. Mais la question qu'on se pose quand même est celle de savoir quelle est déjà... Qu'est-ce qui intéresse effectivement les émissaires CAF FIFA dans cette visite?
Je commence toujours par les plus concernés. Samuel Zona, vous avez la parole. Eh bien, écoutez, c'est les éléments contenus dans le cahier de charge de la Confédération africaine de football et les éléments essentiels à la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Je vais bien insister sur les événements essentiels, ce qui veut dire qu'il faut enlever toute superficialité là-dedans pour rester effectivement sur l'essentiel, pour comprendre que pour la CAN, c'est l'ère du jeu. Elle est primordiale, une belle pelouse. Vous avez vu qu'ils ont mis du temps, n'est-ce pas, à observer les pelouses. Heureusement, toutes les pelouses du Cameroun sont en gazon naturel, ça il faut le dire, et elles sont pratiquement matures, même si des observations sont faites, n'est-ce pas, pour qu'on puisse faire des réglages là-dessus. Mais le Cameroun a déjà l'avantage d'avoir, c'est d'ailleurs reconnu, hein, une autorité reconnue d'ailleurs, après Lushan. Vous connaissez que tous les grands pays qui ont participé à cette compétition-là ont loué la qualité des pelouses camerounaises. Il y a les vestiaires qui sont extrêmement importants avec des détails précis qu'on ne pourra pas donner ici. Il y a la lumière, les matchs vont se jouer en nocturne. Il faut au moins avoir 1500 luxes de lumière. Le Cameroun offre 2000 luxes de lumière, donc suffisantes pour que les experts, ils sont là, ils vérifient, ils ont des appareils. Même au niveau de la pelouse, on teste le gazon, on teste le gazon. Ça, il faut bien le dire. Nous avons eu la chance, n'est-ce pas, pour l'étape de Yaoundé, d'accompagner cette délégation-là. Pour ce qui est de la presse, par exemple, Alex Siewe, qui est le directeur de la communication de la Confédération africaine de football, s'assurer que les espaces réservés aux médias sont conformes. Et quand je parle d'espace réservé aux médias, vous comprenez qu'il y a la salle de presse, il y a les tribunes de presse et les tribunes commentateurs, positions commentateurs. Pour vous, il faut s'assurer qu'elles sont optimales pour un rendu de travail. Il y a la salle de conférences de presse, il doit être insonorisé, elle doit être confortable. Il y a, n'est-ce pas, la zone mixte et même la main courante au niveau du terrain. Donc, tous ces détails-là sont passés au crible. Bon, ça, c'est pour ce qui est des volets techniques sportives. Maintenant, n'oubliez pas qu'à côté également, il y a également des infrastructures hôtelières qui sont hyper importantes parce que c'est là. Il faut quand même loger les délégations. Les délégations sont logées. Donc, et bien logées. Et bien logées. Donc, il y a les infrastructures hospitalières également, aéroportières. Ça, il faut bien le dire parce qu'ils arrivent par les aéroports. Et là, également, il y a des éléments de cahier de charge qu'il faut bien respecter. Il faut créer, n'est-ce pas, des couloirs et autres. Donc, c'est des éléments pointus, essentiels. Et il faut bien l'expliquer aux téléspectateurs. Non. Si le couloir, n'est-ce pas, de la compétition ne passe pas par votre maison, la CAF ne passera pas par là. Je vois d'ailleurs votre fierté, Samuel Zona. Vous parlez avec beaucoup d'assurance et c'est ce qui m'amène vers Franck Isler Ongene également, qui disait tout à l'heure que le Cameroun est bien loti et peut être fier d'être dans le top 5 d'après le classement de la Confédération africaine de football. C'est une fierté. On est donc serein à l'approche de cette CAN. Oui, du point de vue infrastructurel, sincèrement, pour ceux qui ont eu la chance de vérifier ces infrastructures, Samuel disait tout à l'heure, il est un homme de terrain. Je pense que sur ce plateau, nous sommes tous des hommes de terrain. Et j'ai eu la chance justement de pouvoir visiter toutes ces infrastructures-là. Et sincèrement, il y a de quoi s'enorgueillir. Maintenant, il y a quelques petits bémols et qu'il faut poser sur la table, notamment la ville de Bafoussam. On s'est rendu compte que la distance qu'il y a entre le stade de compétition, le stade d'entraînement et les lieux d'hébergement est assez grande. Oui. Et c'est ça, je pense que c'est un problème qu'il faudra résoudre parce que Kwekon, ce n'est pas au centre-ville. C'est à 15 km de Bafoussam. Tout à fait. Donc, si vous devez, par exemple, vous entraîner au stade annexe de Kwekon et que vous êtes logé, je sais pas, peut-être à Banganté, par exemple, ou à Bafang, ce sera compliqué. Et vous savez, la voirie n'est pas la chose la mieux appréciée pour l'instant dans la ville de l'Ouest. Donc je pense que ce sont ces réglages-là qu'il faudra encore faire. Et ce n'est pas anodin ce qui se dit en ce qui concerne cette distance-là. Je crois qu'on a eu une jurisprudence pendant le CHAN, la jurisprudence du Maroc, qui était logée à la Falaise et qui s'entraînait au stade annexe de Japoma, d'Olembe autant pour moi, et qui a eu du mal. À un moment, la délégation a dû s'installer du côté d'Nkomtou parce que c'était plus facile pour elle. Si vous devez faire 2 séances d'entraînement par jour, vous devez faire la Falaise, Olembe
Limbe x2 par jour. Et surtout respecter le timing. Et respecter les timings, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a ces petits réglages-là peut-être encore à faire. Il y a aussi la question Garoua, parce que pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Garoua, on ne le dit pas assez, je ne sais pas pourquoi, mais Garoua est un problème. Si on ne le dit pas, pourquoi Garoua est un problème? Parce que autant on peut magnifier par exemple des villes comme Yaoundé, Douala, qui proposent une floraison de stades d'entraînement. Autant Garoua pour l'instant, à part le stade annexe, le stade annexe de Rumde Adja, vous n'avez pas un stade d'entraînement qui a déjà été testé au moment où nous sommes en train de parler, ou alors qui soit praticable au moment où nous parlons. J'ai eu l'occasion d'aller au Sénagès, de regarder le stade de Pompomré, que ce soit même le centre d'entraînement du Coton Sport de Garoua, parce que vous savez, Coton Sport de Garoua, c'est un gazon synthétique qui appartient au club, et un gazon naturel qui justement est un projet qui rentre dans le projet de la CAN. Malheureusement, même le stade d'entraînement en gazon naturel, pour l'instant, est à l'abandon. Il y a aussi la question de l'hôtellerie. On a pour l'instant 2 ou 3 hôtels presque sûrs à Garoua. C'est-à-dire, quand vous avez le 70 chambres qui a été construit par les Portugais, qui est nouvellement construit, vous pouvez peut-être avoir le relais Saint-Hubert, mais après c'est compliqué. Peut-être vous pouvez avoir le Motel Plaza qui a un 2 étoiles, ou alors le Newton Palace 2 étoiles. C'est compliqué. On a un problème, l'hôtel La Bénoue est à l'abandon. Ça, je ne sais pas si on ne le dit pas assez, mais l'hôtel La Bénoue est à l'abandon au moment où nous sommes en train de parler. Et l'hôtel 100 chambres également, qui devait être fait par l'entreprise Frame Protomac, pour l'instant est à l'abandon. Donc j'espère que d'ici là, quand même, ce sont des réglages qui pourront être faits pour que justement nous puissions être au top pour cette compétition. Mais du point de vue infrastructurel, du point de vue des infrastructures sportives, sincèrement, le Cameroun va au-delà de toutes les imaginations possibles. Nous partageons vos souhaits, mais il y a également à regarder cette mission. C'est une mission CAF FIFA qui est donc au Cameroun. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela, Emmanuel Mankolo? Je crois simplement que pour la FIFA, il se dit qu'il est d'une importance aujourd'hui d'être imprégné un peu des réalités, de ne plus attendre d'avoir les rapports et de missionner tout le temps des personnes qui puissent, elles, faire des rapports clairs. Je ne sais pas et je ne pense pas que c'est pour avoir des soupçons sur la CAF par rapport à ce qui se fait. Et vous savez que pourquoi aussi la FIFA? Parce que en septembre, on rentre de plein pied dans les éliminatoires, dans les qualificatifs pour la Coupe du Monde. Donc, c'est un peu un élément qui vous apporte la raison pour laquelle on devrait avoir la FIFA un peu dans cette espèce de mission conjointe-là. Mais maintenant, à la première vue et aux premières écoutes du secrétaire général adjoint de la CAF, j'ai d'abord pensé qu'il a été un peu dithyrambique, mais après, avec du recul, je me suis rendu compte qu'il a simplement été honnête. Anthony Bafo, après le Nord, après Bafoussam et tout, a fait savoir quand même que pour lui, le Cameroun aujourd'hui était capable et était apte à répondre présent pour toute compétition. Il est allé au-delà. Il a dit que le Cameroun était apte même aujourd'hui à envoyer sa candidature à une compétition comme la Coupe du Monde. Alors, si ça vient d'Anthony Bafo, qui est un ancien athlète, qui est un haut cadre à la CAF et qui est dans des commissions FIFA, je crois qu'on devrait être fier. Mais maintenant, être fier ne veut pas dire d'aller chercher le détail, parce que c'est le détail qui plombe souvent. Et je pense que côté Cameroun aujourd'hui, on fait l'effort de travailler dans le détail. Il y a que, justement, Franck Gislain évoquait le problème des distances, et au niveau de la CAF a demandé poliment au Cameroun de savoir si le Cameroun ne pouvait pas très rapidement mettre en place ou alors offrir encore 2 stades d'entraînement pour pouvoir simplement rapprocher un peu ces sélections-là qui se trouveraient hors de la ville de Bafoussam, du lieu justement de la compétition. Et je crois mais est-ce qu'avec le temps qu'il nous reste, c'est encore possible? Si, c'est possible, parce que directement, je crois qu'il y a Banjoun qui a été sollicité. Oui, mais après Banjoun, vous pouvez conseiller pas à la porte à côté. C'est ça aussi le problème. Si vous êtes logé, par exemple, à Tal Hôtel, au centre-ville, vous devez aller vous entraîner à Banjoun pour aller jouer à Kwekon, qui est pratiquement à la sortie de la ville. C'est tout. Je pense que c'est des mécanismes vraiment que nous devons... Je crois qu'il y a une grosse... Je vais prendre l'avis quand même de l'entraîneur Thierry Motomon.
s'entraîner à Kwekon, s'entraîner à Banjul, aller jouer à Kwekon alors qu'on est peut-être à Bafoussam, je ne sais pas. Comment est-ce que ce genre de choses peut être vécu par une équipe? Non, moi je vois pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient à la chose? Non, je ne vois pas d'inconvénient. L'entraînement, c'est pas, c'est-à-dire que l'entraînement, c'est autre chose. Vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner sur le terrain de match. Donc, vous pouvez aller vous entraîner à Bana, à Bafoussam, je ne sais pas où, mais le jour du match, il faut être sur le terrain. Je crois qu'ici, le problème, à ce moment qu'il devrait plutôt poser, c'est celui de la voirie. C'est-à-dire entre le stade et l'hôtel, ou le stade de match et l'hôtel. Et comment est-ce que ça devrait se faire? Je crois que généralement, c'est une escorte. Et quand il y a escorte, ça réduit énormément. En sécurité des corridors. Oui, ça réduit énormément, n'est-ce pas, le temps. Parce que même quand vous parlez, si on prend le cas de Yaoundé, partir simplement de la falaise ou du Mont-Févé pour le stade Omnisport, s'il n'y a pas d'escorte, mais vous allez passer 30, 45 minutes, voire 1 heure pour arriver au stade. Mais là, vous savez très bien, comme il dit, c'est un corridor, on prend tout le temps qu'il faut. C'est pour ça que les villes sont souvent paralysées quand il y a ce genre n'est-ce pas, de compétition. C'est pas évident. Mais je crois que, Edith, on n'a pas besoin de faire la fine bouche. Hein. Écoutez, nous sommes allés partout ailleurs. On a vu comment est-ce que les choses se passent au Cameroun aujourd'hui. Il faut plutôt être fier à ce niveau. Comme le dit Anthony Bafo, on peut aller chercher la Coupe du Monde. On peut aller chercher, il faut être fier. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver parce que Zona, il m'avait interpellé dessus. Je me suis retrouvé du côté n'est-ce pas, d'Olembe, qui était plutôt, n'est-ce pas, mon inquiétude. Et ici, je crois que c'est pour ça qu'il insiste sur ces précisions-là. Le complexe, il n'est pas prêt. C'est pas évident d'avoir le complexe. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le terrain de foot. C'est les vestiaires, la lumière, tout ce qu'il faut. À ce niveau, je crois que le Cameroun est prêt au niveau de l'Olembe. Il n'y a pas de souci. Qu'on ne regarde pas ce qui se passe derrière, à ce moment, ça a avancé. Mais celui qui arrive aujourd'hui à Douala, c'est-à-dire que quand j'arrive à Bepanda, je crois qu'il y a lieu d'être fier. Quand j'arrive à Garoua, je regarde Rumdeadja. Moi, j'ai vécu un tout petit peu l'évolution des travaux du côté, n'est-ce pas, de Garoua. C'est de la fierté. On se dit ça a vraiment avancé parce que, en plus, Garoua, au niveau de la voirie, je crois que c'est la meilleure voirie que nous avons pu avoir, c'est de ce côté-là. C'est-à-dire que la ville est complètement métamorphosée. Et ça, Prenons l'assurance, la toute dernière de Zona. Petit président, peut-être avant Samuel, préciser que le stade de la Réunification est un stade d'entraînement de la CAN, sauf changement de dernière minute. Donc pour que les uns et les autres essayent un peu de voir le niveau. Autre chose aussi, pour Lembe, beaucoup de gens se plaignent, mais ne savent pas que l'essentiel du complexe est incrusté dans le stade. L'hôtel, par exemple, les gens se demandent où est l'hôtel. L'hôtel est dans le stade. Pareil pour le centre commercial et même pour les salles de cinéma. Donc il y a aussi cette petite précision-là qu'il fallait aussi apporter. Zona? Oui, Edith, je me réjouis, n'est-ce pas, d'être sur votre plateau, parce que je dois quand même apporter des réponses sur des incompréhensions, des peurs qui sont évoquées sur le plateau, notamment celle de Ghislain, sur Bafoussam. Pour commencer par dire que non, la terminologie ne devrait pas être Bafoussam. La terminologie, c'est la région de l'Ouest. Tout à fait. Il faut bien faire le distinguo, c'est important parce que Bafoussam, c'est la ville. Mais en ce qui concerne la CAN sur les 8 départements de la région de l'Est, je vous dis, de l'Ouest, autant pour moi, je vous dis pratiquement 7 sont concernés en dehors du Noun. Exactement. Même le Roncam, vous avez parlé du stade de Bafang tout à l'heure. Hein? Vous avez parlé du stade de Bafang, les hauts plateaux sont concernés, le Konki, Banjoun. L'Ondé est concerné parce qu'il y a un hôtel, n'est-ce pas, je sais pas comment haut de gamme, je ne sais pas comment le classifier, n'est-ce pas, c'était la surprise de la CAF dernièrement. Donc l'Ondé est concerné. Donc sur la terminologie, arrêtez de dire Bafoussam, dites plutôt la région de l'Ouest. Maintenant sur les distances. Et je suis content d'être là parce que c'est ce qui a peut-être inspiré la une du quotidien Émergence ce matin, qui n'est pas bonne à mon sens, il faut le dire, et je vais expliquer pourquoi d'ailleurs. Allez-y très rapidement, parce qu'on a déjà épuisé le temps qui était imparti pour sur ce sujet. Elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce que non, la CAF n'exige pas des terrains supplémentaires au Cameroun.
sur les distances, le Cameroun a bien compris qu'il y avait une délégation qui devait être logée à Bangou. Je suis allé à l'hôtel Tajidor Garden Hotel de Bangou. Le stade le plus proche, c'était Banjoun. Et les collines et autres, on a bien compris que ça devrait être difficile. Solution, si vous êtes allé à Bangou, en face de la route, il y a tout un espace vert, il est grand. On a fait le stade là-dedans et ce n'est pas un stade d'aujourd'hui. Ça, la précision est également bonne. Les travaux ont commencé depuis, on vous dit qu'on pose, c'est-à-dire qu'il y a les mâts de lumière, donc les mêmes luxes de lumière qu'il y a au stade Mbappé-Lépé. Là, c'est les mêmes luxes de lumière, n'est-ce pas, qu'il y a au niveau de Bangou. Et c'est cette inspection-là que la CAF a faite. Et cette information, les Camerounais ne l'avaient pas. Donc le Cameroun a anticipé. C'est pourquoi vous êtes là, monsieur Zona. Justement, je dis que je suis content d'être là ce soir. Donc, par rapport à l'hôtel de Bangou, le terrain d'encadrement, c'est donc quoi? Ils traversent à pied et je vous dis qu'ils se laveraient même dans leur chambre parce qu'ils sont pratiquement dans l'hôtel. Donc, plus question de vestiaires. Il faut bien expliquer. Ils vont directement dans leur chambre, n'est-ce pas, se laver. Maintenant, par rapport à l'hôtel Bana, parce que c'est relativement au lieu d'habitation. L'hôtel, c'est Hôtel Vallée Bana. La solution, c'était quoi? La solution, c'était donc Bafang. On reste donc dans le Honkam. C'est pour ça qu'on a la solution de Bafang. Et le stade de Bafang, ce n'est pas pour maintenant. Il a commencé depuis le Cameroun à anticiper. Maintenant, vous avez le terrain de compétition qui est à Kwekong, avec son terrain d'entraînement qui est là, qui est juste là. Et puis à Bafoussam même, vous avez le stade de Bamendi et le stade de Toket. Donc le problème de distance ne devrait plus se poser parce que le Cameroun a réglé ce problème longtemps avant l'inspection de la CAF. Donc, c'est pour ça que vous comprenez que la une d'émergence ce matin est malhonnêtement... La précision valait la peine, Samuel Zona, et on va d'ailleurs dire merci d'être venu pour apporter ces différents éclairages, et tout en disant tout simplement qu'on salue l'action des responsables de la chose, hein, de l'État camerounais, pour avoir pris très rapidement l'engagement de gérer ce genre de situation. Madame, Monsieur, on clôt ce sujet et on va ouvrir un autre. Ce sera le débat dans quelques instants après ceci. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Venons-en au débat de la soirée. On parle des Jeux Olympiques de Tokyo. Tokyo 2020, le grand rendez-vous planétaire du sport se prépare. Initialement prévu l'année dernière, la compétition a été renvoyée pour le mois de juillet et ce jusqu'en août pour cause de pandémie du coronavirus. Toutefois, rendu à presque 3 mois du kick-off, quelques inquiétudes planent sur l'organisation de la compétition et d'ailleurs quelques cas de désistement sont déjà enregistrés en l'instar des États-Unis qui préfèrent garder leurs athlètes à la maison, une décision qui ne va pas sans conséquence. Avant d'en parler, prenons d'abord le reportage de Roger Ziemafion. Les Jeux Olympiques sont une compétition multisport mondiale. Le Comité international olympique organise l'événement tous les 4 ans. Est quasi impossible dans ces conditions. Les États-Unis qui ont toujours présenté le plus grand nombre d'athlètes et qui occupent depuis plusieurs années la première place au palmarès des nations avec 27 participations, classés en tête des nations médaillées avec 10 023 en or, 796 en argent, 707 en bronze et totalise 2526 médailles. C'est donc un maillon très important de ces Jeux olympiques qui annonce l'annulation de sa participation. Toute chose qui risquerait d'avoir un effet domino sur plusieurs autres nations attendues. Déjà au Japon, pays hôte des Jeux olympiques de Tokyo, ce n'est pas du tout la grande sérénité.
La population japonaise s'est majoritairement prononcée en faveur d'un nouveau report ou d'une annulation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui avaient déjà été reportés en 2021. Ont déclaré: nous pensons qu'annuler un événement qui a le potentiel d'accroître le nombre d'infections et de morts est le bon choix. Après Tokyo 1940, annulé à cause de la Deuxième Guerre mondiale, voici de nouveau les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 fortement menacés d'être annulés pour des raisons sanitaires. Quel triste sort pour le Japon et sa ville Tokyo. En tout cas, la décision du Comité international olympique reste très attendue. Et la décision du Comité international olympique qui reste très attendue. Les oreilles sont tendues du côté du CIO pour savoir si effectivement la compétition aura lieu ou pas. Mais question déjà, est-ce indiqué de se retirer de la sorte d'une compétition de cet acabit? Je pose la question à Francis Lengene en premier. Alors déjà, premièrement, il faut comprendre que l'organisation d'une compétition comme les Jeux olympiques ont des enjeux qui ne sont pas que des enjeux sportifs. C'est pour cela que ce serait très facile pour les uns et les autres de se dire on va annuler. Je pense que si cette compétition devait être annulée, elle aurait été annulée depuis. Et malgré les lourdeurs administratives qu'on rencontre depuis du côté de Tokyo, on est le ministre Shinzo Abe dans une dynamique de pouvoir, le premier ministre japonais dans l'optique de pouvoir organiser cette compétition. C'est d'abord une question de souveraineté. Il y a deux éléments fondamentaux qui rentrent en jeu. Il y a d'abord le volet des relations internationales, c'est-à-dire le positionnement géopolitique. Ce n'est pas chaque jour que l'Asie a la chance de pouvoir organiser une compétition de cette envergure. Ça date quand même depuis 2008 où la Chine justement a organisé ces Jeux. L'Asie n'a pas eu cette opportunité-là. Et le Japon justement, qui est dans une bataille de positionnement géostratégique, ne peut pas se permettre de laisser passer une opportunité comme celle-ci. Et donc il y a déjà ce premier volet-là. Le deuxième volet, il est purement économique. Vous savez, c'est énormément de dépenses qui ont été engagées dans l'organisation de cette compétition. Si, pour l'organisation de la CAN, des chiffres circulent comme allant dans l'optique de 1500 milliards ou 2000 milliards de francs CFA, imaginez ce que ça peut donner avec les Jeux Olympiques. Et donc aujourd'hui, le Japon ne va pas simplement annuler la compétition comme ça pour faire plaisir aux uns aux autres. La situation sanitaire aujourd'hui dans le monde est telle que on pense qu'on devra vivre avec. Dans la plupart des pays. Vous savez, l'Euro va débuter le 11 juin prochain et ça va se jouer dans un contexte bien précis et ce ne sera pas simplement dans une seule ville que va se jouer l'Euro. Pareil pour les autres compétitions. La finale de la Champions League va se jouer samedi prochain avec 16 000 spectateurs au stade. Ce sera difficile de pouvoir expliquer aux uns aux autres qu'il ne faudra pas aller à Tokyo si derrière il n'y a pas des raisons géopolitiques. Et les États-Unis aujourd'hui sont justement dans ce positionnement-là. Vous savez, il faut voir la chose sous cette dimension. Déjà, la Russie ne sera pas là. Pour des raisons que tout le monde sait, ce sera encore le cas quand même pendant un bon moment. On sait également que si les États-Unis ne vont pas, c'est aussi une opportunité peut-être pour des pays comme la Chine de se positionner parce que vous savez, à la fin de la journée, l'histoire ne retient pas le Covid, l'histoire retient les vainqueurs des médailles. C'est-à-dire que si la Chine, pour une première fois, sait qu'elle peut aller à une compétition et que d'emblée, elle va avoir le dessus sur les États-Unis, ce ne sera pas anodin parce que nous sommes dans un contexte géopolitique et géoéconomique qui fait en sorte que la Chine et les États-Unis se combattent sur pratiquement tous les terrains, y compris les terrains sportifs. On va revenir sur ces combats qui ne disent pas leur nom. Samuel Zona, le fait que les États-Unis ne participent pas à une compétition comme celle-là, ça fait les affaires de qui? En dehors de cet aspect géopolitique dont on parle. Sur le plan sportif, ça fait l'affaire des concurrents. Ça fait l'affaire des concurrents. Ghislain parlait de la Chine tout à l'heure. Il y a la France, vous avez la délégation de la France, c'est de 1400 personnes. 1400 personnes. Il faut comparer, n'est-ce pas, la délégation aux délégations africaines. Donc, Edith, il faut dire que sur ce, les Jeux Olympiques de Tokyo sont quand même fortement menacés. Hein. On se demande bien quel est le sort qui arrive à la ville de Tokyo. Les Jeux Olympiques sont quand même stables depuis leur création, mais vous remarquez que chaque fois qu'ils passent par Tokyo, il y a quand même... Monsieur Zemafion vient de le relever tout à l'heure, n'est-ce pas, par rapport à la guerre tout à l'heure, maintenant, ce n'est plus la guerre, c'est la pandémie. Donc, il faut le dire, et il faut dire que il a noté les médecins tout à l'heure, même tout à l'heure, aujourd'hui même, un quotidien assez important, Nippon, parmi les 3 premiers d'ailleurs, qui a appelé, n'est-ce pas,
le gouvernement, le Premier ministre qui est en charge, qui pilote le dossier Jeux Olympiques, n'est-ce pas, d'annuler ou alors de reporter cela. Bien plus, il y a Toyota qui est un des partenaires majeurs, n'est-ce pas, de cette compétition-là, qui demande également l'annulation ou le report. De toutes les manières, les Jeux Olympiques... Justement, la question, je vous la pose déjà, doit-on annuler? Écoutez, ce sera grammatique d'annuler. La question est extrêmement complexe parce que grammatique, pourquoi? Grammatique parce que derrière, il y a des athlètes qui se préparent pendant 8 ans, même pas 4 ans, 8 ans, parfois même 12 ans pour aller chercher une médaille olympique. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes, c'est toutes des carrières qui sont sacrifiées. Figurez-vous qu'à l'issue, c'est des cycles chez les sportifs, c'est une affaire de cycle. Donc, il y en a qui vont sortir du circuit, qui vont prendre leur retraite, qui auraient pu prendre, n'est-ce pas, glaner des médailles cette fois-ci. Si ces Jeux sont finalement annulés, vous comprendrez qu'ils ne le pourront pas. Mais de toutes les manières, il faut encore attendre parce que le CIO, effectivement, la décision est du CIO, mais il y a quand même une rencontre qui est prévue entre le CIO et le comité d'organisation nippon au début du mois de juin. Et là, on saura effectivement si on va faire les Jeux ou pas. Mais si on les fait, ce ne sera vraiment pas les mêmes Jeux parce qu'ils seront faits dans une bulle. Votre avis m'intéresse, doit-on annuler? Bon, honnêtement, je suis un sportif. Pour les sportifs et autres, mais sur le plan sportif, ce serait quelque chose, une catastrophe d'annuler ou d'annuler cette compétition. Ce serait une catastrophe, et même peut-être aussi sur le plan économique parce que le Japon s'est sérieusement investi. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le plan sanitaire, il y a lieu de beaucoup réfléchir pour que cette compétition puisse se tenir. Et je crois que c'est le CIO qui va décider, dans tous les cas, mais tout porte à croire que cette compétition est sérieusement menacée. Et déjà, les États-Unis qui se retirent, je crois qu'on risque l'annuler. Avec la grosse délégation américaine, parce que c'est généralement la plus forte, la plus importante, vous pensez comme lui qu'on est en train d'aller vers une annulation? Je vous dis sincèrement, pour moi, on est à 85% de l'annulation. Pourquoi? L'un des gros, déjà, ne devait pas participer, la Russie. Maintenant, vous avez celui qui porte la compétition. C'est-à-dire que la nation qui est le parrain à la limite, autant sur le plan sportif que sur le plan géopolitique de la compétition qui se retire. C'est un très gros coup. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une bataille géopolitique et financière. Pour le Japon, l'enjeu... Mais justement, par rapport à cette bataille géopolitique, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est voulu que ça se passe ainsi du côté des États-Unis? C'est voulu parce qu'ils savent que ils sont la nation, en fait, qui compte minimum pour Karazi. Le Japon, jusqu'ici, n'accepte pas le fait qu'on dise que la Chine est le leader du côté de l'Asie. Alors, si le fait de l'annulation peut casser encore un peu plus le Japon, la Chine est prenante par rapport à cela. Donc, quand vous avez moi je n'appelle même plus une nation, une structure comme les États-Unis qui décide simplement de partir de la compétition, c'est un maillon fort. Et maintenant, quelle est la marge de manœuvre des États-Unis pour pouvoir convaincre et la Chine et des nations telles que la Jamaïque, d'accord, et le sponsor principal? Où est la base du sponsor principal? Parce que ce sont des incidences, tout est calculé. Ce sont des incidences. Quand vous avez aujourd'hui une marque comme Toyota qui commence à émettre quelques bémols, où est-ce que cette marque fait ses plus grosses ventes? Aux États-Unis. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et il faut commencer à entrevoir. Moi, je crois que le Japon aujourd'hui continue d'insister un peu sur le côté financier parce que qui est des supporters ou pas au niveau des gradins, lorsque lorsque le marketing est bien fait, vous engrangez même plus de sous en ayant des personnes derrière leurs écrans qu'en ayant des stades pleins. Et au Japon, on le sait. Donc, le Japon est dans la bataille financière, mais il y a qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir, et cela se sent même, qu'il y a des alliances pour la cause qui ne peuvent pas aider le Japon. Maintenant, est-ce que vous croyez que le CIO, quand on parle des JO, peut aller à contre-courant de l'orientation américaine?
Je pense bien que non. Francis, là? Oui, simplement dire que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a presque fait le tour de la question, peut-être faire un petit rapprochement avec notre pays, c'est de profiter d'une opportunité comme celle-ci là pour féliciter davantage le Cameroun. Parce que quand on voit d'où vient l'organisation du CHAN dernièrement avec des personnes au stade, quand on voit ce qui se passe, on a une CAN qui est en train, qui se pointe à l'horizon. On ne sait pas si ça va se faire avec des supporters ou pas, et que nous soyons aptes à pouvoir le faire, c'est la preuve que ce qui pourrait être aujourd'hui considéré comme de grosses difficultés pour des grandes nations comme le Japon peuvent justement être jugulés d'une manière comme d'une autre par le Cameroun. Et c'est la preuve que pas dans ma ville, ces jeux ne se jouent pas. Et si Coca-Cola vous dit je ne suis pas là, Coca-Cola a cette marge de manœuvre. C'est pas de la publicité que nous faisons. Aujourd'hui, Coca-Cola est le top of mind de ce qu'on parle en termes de sponsoring du sport. Et il faut dire que Coca-Cola est l'un des plus anciens, sinon le plus ancien sponsor de cette compétition. Depuis même 1936, Coca-Cola était déjà sponsor des Jeux Olympiques. Donc dites-vous qu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Si jamais les États-Unis disent on ne va pas, ce sera très compliqué pour les autres de suivre. Mais globalement, il faut se dire qu'on est vraiment au cœur d'une bataille géopolitique qui s'annonce très longue. Alors, qui a le plus à perdre dans cette affaire? L'organisateur? Le Japon. Et surtout, Shinzo Abe, parce qu'il faut dire que politiquement, c'est un gros coup pour lui. Déjà, il n'est pas très populaire depuis que le Japon a décidé d'organiser ces Jeux-là. Pour lui et tout son gouvernement, ce sera une perte énorme et ça va avoir un gros coût économique. Le Japon risque de passer par la case crise économique, mais vraiment grave, parce que se relever d'un coup comme celui-là, lorsqu'on perd des alliés autour de soi, des alliés géopolitiques comme la Chine et tout, ce sera difficile de se relever économiquement. Et je pense qu'il faudra faire très attention. Il y a également des craintes à ce que le monde tout entier bascule au plan économique. Bien sûr. Déjà, le monde a déjà basculé sur le plan économique depuis le début de la crise. On l'a vu avec le baril de pétrole qui a frôlé le seuil négatif, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est clair qu'on est en plein dans la crise. On est déjà en plein dans cette crise-là. Mais maintenant, ce sera le plus malin qui pourra tirer son épingle du jeu. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On est en plein dans la nuit des longs couteaux. En tout cas, la décision du Comité international olympique est attendue et les nations continuent de se préparer tant bien que mal pour prendre part à ce rendez-vous. On attend de savoir ce qui sortira de ces échanges en ce qui concerne les instances dirigeantes du sport mondial. Madame, Monsieur, une autre pause et on se retrouve. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Voilà, on laisse les Jeux Olympiques pour revenir au pays et retrouver nos problèmes. Et on parle du football professionnel au Cameroun. C'est la traversée du désert complètement. Pas de compétition pour l'heure. Les championnats d'élite sont à l'arrêt et les clubs en mode entraînement et matchs amicaux dans l'attente de l'argent pour regagner les pelouses. La reprise des championnats d'élite était annoncée pour il y a 2 semaines. Et malheureusement, rien de tout cela n'a pu avoir lieu. Et bien au contraire, les clubs menacent et tapent du poing sur la table dans l'attente des moyens pour pouvoir reprendre les compétitions. Voilà une situation qui embarrasse, il faut le dire. Première réaction, Thierry Motomo. Écoutez, Edith, ça devient un peu difficile. C'est vrai que la saison dernière, nous n'avons pas vécu ce genre de choses. Hein. Le championnat s'est joué, même si après, le coronavirus est passé par là. Mais cette saison, vous savez, je crois que le véritable problème, c'est cette note qui vient du RGPR. Ça, je crois que c'est cette note qui fait problème aujourd'hui, parce que dans cette note, c'est bien libellé.
mettez à la disposition, n'est-ce pas, de la Fédération camerounaise de football, n'est-ce pas, tous les moyens, c'est-à-dire les infrastructures, les finances et autres, et c'est ce qui n'est pas respecté aujourd'hui. Il y a une première pension qui vient généralement du Premier ministère, qui est de 350 millions pour le fonctionnement, n'est-ce pas, du championnat, et ça c'est ce cas pendant que la Ligue, n'est-ce pas, existait, c'est comme ça que ça se passait, c'est-à-dire on envoyait cette partie-là pour que on puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Et il y a une deuxième, n'est-ce pas, partie qui vient pour les clubs, pour aider au niveau des salaires des acteurs sur le terrain. Et je crois que c'est cette partie que les clubs revendiquent aujourd'hui. Les présidents de clubs vous disent, écoutez, nous n'avons pas reçu cet argent et nous demandons aujourd'hui, parce que déjà depuis la saison dernière, cet argent n'est pas rentré dans les caisses des clubs. Donc je crois que c'est à ce niveau que se situe le problème. Donc pour dire vrai, quand il y a promesse, il faut la tenir. Et quand vous ne la tenez pas, on va avoir ce genre de situation. Mais pour parler franchement, qui doit financer? D'accord. Maintenant, pour parler franchement, qui doit financer, c'est celui qui est d'abord président, n'est-ce pas, de son club. C'est-à-dire le responsable, le dirigeant qui se lève et qui dit « je vais être président, n'est-ce pas, du Tonnerre Calara Club, je vais être président, n'est-ce pas, du Canon ». Il vient avec un projet bien précis et il le présente. Et il sait que dans son projet, le projet n'est pas simplement sportif. Le projet, il est certes sportif, mais pour que le sportif puisse marcher, il faut avoir les finances tout à côté. Et les finances, on va les chercher. Il y a les partenaires, il y a les sponsors, il y a tout. Et quand on met un budget sur pied, généralement, on met avec tout. Subventions, s'il y a des subventions, partenaires de ceci, s'il y a, ainsi de suite. Et là, on met, n'est-ce pas, un budget sur pied. Et on se lance. Et généralement, la plus grande, pour notre football, qui n'a pas encore de droit TV et autres, la plus grande partie, généralement, vient de la poche de celui qui est le responsable, n'est-ce pas, du club. Et je crois que ce n'est que comme ça que nous devons... Et l'autre partie viendrait d'où? C'est pour ça que je vous ai parlé des subventions et autres. Parce qu'aujourd'hui, dans le football professionnel, depuis 2011, il y a une partie qui était prévue pour 36 mois. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans un désordre où je ne sais pas comment et par quelle alchimie on a réussi à continuer, après les 36 mois, à injecter cet argent. Et comme c'est devenu une habitude, il faut bien qu'on respecte, n'est-ce pas, nos habitudes, qu'on continue donc de faire ce travail. Je ne sais pas pourquoi, subitement, aujourd'hui, on nous dit « ça n'existe plus ». Et quand vous décidez que ça ne devrait plus exister, c'est-à-dire l'argent qui vient du ministère, vaut mieux communiquer bien avant. Mais il n'y a eu aucune communication avant et aujourd'hui on a l'impression que ce sont les batailles que nous avons entre la FECAFOOT, le ministère, la LFPC et autres, n'est-ce pas, qui sont plutôt... Mais finalement, c'est une espèce de chantage qui est en train de se faire tout le temps. Comment est-ce qu'on réagit vous êtes quand même dans une structure sportive, vous également. Alors Edith, je vais apporter juste un petit correctif. Il y a les droits télé. La CRTV a acheté les droits télé du championnat. Maintenant, après, est-ce que la CRTV a versé? Ça, c'est un autre détail. Mais effectivement, la CRTV a acheté les droits télé du championnat. Et cet argent, justement, doit être redistribué au club conformément à ce qui est dit dans le règlement de la compétition. Ça, c'est déjà dans. Maintenant, pour revenir sur il faut dire que nous sommes en train de traverser une période noire du football camerounais. Et cette période... Elle est due à un facteur qui est clair et qui est simple, et je le dis chaque jour, c'est que le dirigeant du sport au Cameroun n'est pas formé. Et vous savez, c'est Albert Einstein qui disait que tant que vous allez évaluer la capacité d'un poisson à voler dans les airs, pendant toute votre vie, vous aurez l'impression que ce poisson est idiot et lui-même il pensera qu'il est idiot ou alors il est incompétent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On pense que les dirigeants du sport sont des incompétents. Ce n'est pas de leur faute. On leur demande de faire une chose qu'ils n'ont jamais appris à faire. Jamais de leur vie, ils ne sont allés à l'école pour apprendre à être des dirigeants du football aujourd'hui. Et ça se ressent. La meilleure façon d'avoir une bonne organisation de notre sport, de notre football, ou une bonne fédération, c'est d'avoir de bons clubs. Et ça passe par quoi? Ça passe d'abord par la formation. Moi, je dis, l'État doit subventionner. Mais l'État, pour l'instant, subventionne très mal. L'État ne doit pas donner. Vous ne pouvez pas donner de l'argent à des gens qui ne savent pas gérer l'argent. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on demande les comptes d'exploitation. Personne ne peut vous les produire parce que personne n'a jamais appris à produire des comptes d'exploitation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'à un moment, si l'État dit
qu'il veut aider le football camerounais, il faudrait qu'il puisse aider avec efficacité. Ça veut dire quoi, selon moi? Déjà formé. Il n'existe au Cameroun aucune école, je dis bien aucune école qui forme les managers. On parlait des infrastructures sportives aujourd'hui. Quel est le problème? La plupart des gérants de ces infrastructures, ce sont des professeurs d'EPS. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est que là que l'État pouvait les prendre. On n'a pas un Sport Business Institute, c'est-à-dire une école qui forme les managers du sport, les gouvernants du sport. Et tant qu'on n'aura pas cela, on aura l'impression qu'on tournera toujours. Rien ne changera, ce sera toujours pareil. Et pour revenir sur la problématique qui nous réunit ici, il faut dire que les présidents de clubs, ils ont tort et ils ont raison. C'est-à-dire ils ont tort, pourquoi? Ils ont raison d'abord parce que l'État du Cameroun, lorsqu'elle crée en 2011 la Ligue partant du projet Africa Win Africa with Africa de la FIFA, s'est dit on va professionnaliser. Ok, on a dit on professionnalise. Comment? On a dit à personne comment il fallait professionnaliser. On a dit faites des clubs, soyez professionnels, on va vous donner de l'argent. Et on a dit ça devait se faire pendant 2 ou 3 ans. Après les 3 ans, l'État a dit non. Mais est-ce que, sachant donc que ça se ferait sur 2-3 ans? Oui, mais qu'est-ce que l'État aurait dû faire pendant ces 2-3 ans? L'État a pensé qu'il fallait donner de l'argent. Non, il fallait accompagner les clubs justement dans leur processus de structuration ou de restructuration. Rien n'a été fait dans ce sens, que ce soit l'État, que ce soit la fédération. Maintenant que les clubs aujourd'hui ne se sont pas structurés, on ne va pas leur demander d'être professionnels du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faudrait pouvoir revenir à cette orthodoxie-là. Tant que les clubs ne sont pas structurés, on aura toujours l'impression que là, même si l'État leur donne aujourd'hui 100 millions ou 101 milliards à chaque club, les résultats seront les mêmes. Rien ne changera. Moi, je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Si l'État veut donner de l'argent aux clubs, que l'État aide ces clubs à devenir de vraies structures professionnelles. Et ce n'est pas de leur faute s'ils ne peuvent pas le faire. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des executive programs qui ont été lancés, que ce soit par la FIFA ou par le CIES, qui peut permettre à des clubs d'envoyer certains de leurs employés se faire former. Vous avez dit tout à l'heure au début, je sors par là, que je suis dans une structure sportive. Je peux vous inviter au siège au moment où je parle. Chaque jour, depuis au moins 1 mois, depuis la trêve, les employés du canon sportif sont formés, sont à l'école. Il y a des personnes qui viennent, qui les forment chaque jour. Ça fait depuis 1 mois, chaque jour que Dieu a créé. Au moment où je vous parle, vous pouvez aller le vérifier. Parce que nous sommes conscients d'une chose. On peut structurer un club, mais si des gens n'ont pas la compétence pour pouvoir gérer ce club-là, on va retomber dans les mêmes travers. Vous êtes d'accord, Samuel Zona, que l'État n'a pas joué son rôle dans la formation des managers du sport? Écoutez, je ne peux pas être d'accord de ce que l'État n'ait pas joué son rôle. Vous vous souvenez qu'au lendemain de cette crise, c'est la Fédération camerounaise de football qui est menacée par l'instance mondiale du football, la FIFA, n'est-ce pas, pour arrimer les clubs au professionnalisme. Nous sommes dans les années 2008, 2009, 2010. Donc sur ce, l'État prend ses responsabilités pour dire que les clubs sont désormais professionnels, sous-entendu autonomes. Comme vous êtes sous la menace, voici ce que l'État dit. Nous allons vous subventionner sur 24 mois, 36 mois. Nous allons prendre en charge les salaires des joueurs. Vous vous souvenez que c'était 100 000 francs pour l'Elite One, 50 000 francs pour l'Elite Two. Sous-entendu que la structuration interne se ferait, n'est-ce pas, au niveau des clubs. Voilà l'appui de l'État. Et vous savez bien qu'en dehors de cela, c'est bien la foultitude des infrastructures. Or, vous savez que ces clubs doivent avoir leurs propres infrastructures. Or, vous voyez que pratiquement tous ces clubs-là, aucun n'a une infrastructure qui lui revient, peut-être en dehors de Coton Sport de Garoua, qui joue d'ailleurs les matchs au stade Rumde Adja, qui appartient effectivement à l'État. Ils disent leur moment de la vérité a sonné. Et Ghislain a raison. Sinon, nous reviendrons faire cette émission l'année prochaine. Donc, ce chantage n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que les présidents de clubs, les clubs doivent faire leur aggiornamento, repartir à zéro. C'est-à-dire que c'est la voie du salut. C'est la voie du salut. Et quand Thierry dit que non, il y a une note, il y a le ministère devait donner, n'est-ce pas? Mais la question est simple. La question est simple. S'il faut que cette subvention-là soit payée aujourd'hui, moi je lui pose la question à Thierry, qu'il me réponde. On paye à qui, Thierry? Le Premier ministre a payé à qui? Mais pourquoi vous ne répondez pas? On paye au Premier ministre. Nous sommes à la télé, hein, Thierry. Le Premier ministre a payé. Justement, non, répondez. Mais je réponds. Ah bon? Je vous réponds. Oui. Le Premier ministre a donné de l'argent à la FECAFOOT. À la FECAFOOT, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais que vous le disiez justement pour montrer à Mondovision. Thierry demande
que nous puissions faire un vice de forme. C'est-à-dire qu'on a habitué à payer, n'est-ce pas, à la LFPC. Quelle est l'alchimie Edith? Quelle est l'alchimie? C'est une faute de gestion. Ça n'existe C'est plus, une monsieur faute de gestion. Si elle n'existe plus, vous ne pouvez non pas donner à la allez personne. donc dire au Premier ministre qu'il n'avait pas le droit de le faire. Vous comprenez donc que... Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi vous faites semblant? On ne fait pas semblant. Et puis je sors par là et dis... Allez-y. Je sors par là. Vous voyez qu'il est tombé dans son... Je ne suis pas tombé dans mon piège. Il y a des technocrates qui sont là. Le Premier ministre a donné de l'argent à la FECAFOOT, oui ou non? Oui, mais ça ne rentrait pas dans la même ligne budgétaire. Le Premier ministre a donné de l'argent à la FECAFOOT, oui ou non? On se calme, je vous permets de finir. Non, Thierry, ne sois pas naïf. Non, je ne suis pas naïf. Sois cohérent. Allez-y, terminez votre intervention. Je termine en disant que c'est impossible, voire pas impossible, c'est difficile au moment actuel d'envoyer cet argent-là à la fédération parce que la ligne prévoit qu'on envoie cet argent à la ligne. Et vous savez qu'il y a un désordre ambiant en ce moment qui ne permet pas de le faire. Sinon, il y aurait, n'est-ce pas, faute de gestion. Par contre, quand il parle du Premier ministère, effectivement, au Premier ministère, il est indiqué que cet argent est décerné à la Fédération camerounaise de football. C'est dans les lignes. Donc, donnez-moi l'alchimie et puis on le fait. Donc, vous comprenez les raisons peut-être du blocage de cet argent qui ne parvient pas à arriver. Et à la fin, Emmanuel Bankolo, en une seconde pour sortir, pour dire que honnêtement, les présidents de club ne doivent pas attendre cette manne-là. Elle ne peut pas être pérenne pour parler du professionnalisme. Sinon, nous reviendrons sur la même problématique l'année prochaine et c'est ce que je ne souhaite pas. Emmanuel Bankolo, vous avez vous avez été directeur sportif d'une équipe. Président, c'était vice-président longtemps, voilà. Président délégué longtemps. Vice-président. Non, ce qu'il faut dire clairement, c'est que, sincèrement, la note est celle du 24 février, note du secrétaire général des services du Premier ministre à l'endroit du ministre des Finances, qui demandait d'aller chercher dans une ligne qui ne soit pas celle habituelle, parce que lui est conscient que si on rentre dans celle habituelle, c'est une faute de gestion. Donc, de manière exceptionnelle, l'État du Cameroun a mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football 350 millions pour les pousser. Ça n'a rien à voir avec le cadrage et les canons habituels. Parce qu'il faut dire quand même que les sénateurs, les députés de la République se sont assis pour pouvoir créer cette ligne budgétaire et mettre cela dans la loi du budget. C'est-à-dire que la loi budgétaire du Cameroun, c'est-à-dire que tous les ans, on sait simplement que ce sont pratiquement 910 millions qui sont dégagés pour l'appui au football professionnel. Sauf que, quelle est la structure dont la note figure par rapport à cette ligne qui est en charge du football professionnel? C'est la LFPC. Donc, il est incongru aujourd'hui pour ce même gouvernement d'aller dans la même ligne et financer une autre entité. Donc ça veut dire tout simplement que la LFFP n'existant plus aujourd'hui, il n'y aura pas d'argent et qu'il n'y aura pas de championnat. Non, mais Edith, c'est logique. Aujourd'hui, il faudrait donc que la fédération aille convaincre les députés et les sénateurs. Non, arrêtez de jouer à ça. Non, je dis qu'il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une fédération qui aille convaincre les députés et les sénateurs qu'elle soit la seule. Il faudrait qu'elle puisse convaincre qu'elle soit la seule au monde. Parce qu'aucune fédération au monde ne gère le football professionnel. Il faudrait donc que cette fédération-là, elle, soit la seule au monde à gérer et qu'elle aille convaincre les députés. Moi, pour moi-même, c'est un détail. Pourquoi? Parce que quand on décide d'avoir sa structure, on a les coudées franches qu'il faut et on met les moyens qu'il faut. Maintenant, moi, je reste quand même sur une inquiétude. On est en train de parler de reprise du championnat et on n'est pas sûr que ça reprenne. Soyez déjà sûr que ça va reprendre. Premier élément, autant qu'on l'a fait avec le football féminin, le Cameroun désignera de manière successive un représentant pour la Coupe de la CAF et un représentant pour la Champions League. Parce qu'il n'est pas possible pour le Cameroun, en fin du mois de juin, d'avoir terminé avec son championnat. Ce n'est pas possible. On est à 2 poules. Après les 2 poules, il faut rentrer dans une espèce de play-off. On ne peut pas. Il faut être honnête. On ne pourra pas, à la fin du mois de juin, de faire savoir à la CAF que voilà. Ce n'est pas possible. Donc, 2 années consécutives, le Cameroun désignera simplement ses représentants. Alors, moi, ce que je dis,
Depuis 2009-2010, nous crions, nous disons, on ne peut pas. Il n'y a aucune obligation au monde de la FIFA ou de la CAF de ce qu'une nation doit déclarer son championnat professionnel. Il était besoin, et c'est là où je rejoins pratiquement Franck Gisin, il était besoin de parler de la professionnalisation de notre football. C'est peut-être ce que l'État a fait. Le processus. Non, la professionnalisation. Parce qu'on vous a dit, on vous accompagne dans un processus. L'État a fait un choix. L'État a dit que nous, on vous apporte l'appui financier. Parce qu'on se rend compte que c'est un peu l'élément qui est un peu comme un caillou dans votre chaussure. Mais dans l'optique et l'option de la professionnalisation, il n'appartient pas à l'État de venir vous dire chez vous et dites comment vous devez éduquer vos enfants. D'accord? Mais l'État met en place les enseignants et les salles de classe. D'accord? Alors, il y a une éducation d'abord au niveau de la maison. Donc, ça veut dire quoi? Les clubs sont comme la maison. Le président est comme le parent. Les joueurs, ce sont les enfants. Donc, terminons avec cette question. D'où viendra l'argent pour que nous puissions repartir sur les terrains? Non, Edith, le point, le talon d'Achille ici ne peut pas être le d'où viendra l'argent. Sinon, il faut dire aux uns aux autres qu'on ne peut pas faire le chantage à un État. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas vouloir pousser un gouvernement au vice de forme. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Quand on parle de vice de forme, justement, et Thierry l'a dit tout à l'heure, ce sont des gros mots. Il faut que à la maison, les téléspectateurs nous comprennent très bien. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple vraiment terre à terre, vous êtes Edith Virginie Mbok, on vous a donné 100 francs CFA. On vous a dit de remettre à M. Bankolo les 100 francs CFA en question. Ok? Il se retrouve que M. Bankolo est empêché ou a un souci, je ne sais pas lequel. Si vous prenez les 100 francs CFA et que vous donnez à M. Zona, vous êtes passif d'un détournement de fonds et vous faites la prison. Beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui se retrouvent en prison. C'est une faute de gestion. C'est une faute de gestion. C'est un détournement de fonds. Oui, voilà. Ça veut dire quoi? Au moment où nous parlons, personne n'a encore déclaré la mort, s'il faut parler en termes de la LFPC. C'est-à-dire que ce soit le TAS, qui est l'autorité la plus élevée pour faire ce genre de choses, personne. Donc du coup, que ce soit même le gouvernement, le gouvernement du Cameroun, que ce soit même attention. Vraiment, allons-y, concluons très rapidement parce que nous n'avons pas de temps. Que ce soit même la fédération, la FECAFOOT n'a pas encore entériné la mort, entre guillemets, de la LFPC. Ce qui fait en sorte que l'institution existant encore, l'État du Cameroun n'aura aucune raison de prendre l'argent qui était destiné à M. Bankolo pour donner à M. Zona. Je ressors par la question où vont venir les fonds. J'invite les présidents de clubs à se dire, ils sont face à leur destin. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose qui va peut-être également vous choquer. Finalement, c'est le temps. On ne pourra rien dire. Je vais dire une chose qui va vous choquer. Beaucoup de gens, je peux affirmer sur ce plateau que Canon n'a pas le 10e budget du championnat camerounais. Mais il faut juste être ingénieux. Ça veut dire quoi? Par exemple, je vous prends un exemple simple. Pour aller à Garoua, par exemple. Oui. Vraiment, nous avons fini. Pour répondre à la question. Allez-y très rapidement, on n'a pas de temps. Alors, pour aller par exemple à Garoua, vous avez besoin de 2 millions par route. C'est un exemple. Et vous vous dites, OK, pour les 2 millions, je ne les ai pas. Et je vais voir par exemple une entreprise comme Camerco, je lui donne 1,5 million, mais en retour, je fais sa communication, je fais sa pub. Vous aurez l'impression, les gens auront l'impression que vous avez dépensé plus, que vous êtes riche. Mais non, il faut simplement être ingénieux. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Oui, et dites-moi, c'est pour sortir. Sortez rapidement. Le sujet que vous posez met à nu les dysfonctionnements qu'il y a, n'est-ce pas, dans le management du football dit professionnel au Cameroun. Et il en parlait tout à l'heure. Au Cameroun en ce moment. Donc, il est clair, les clubs sont désormais autonomes, selon la loi de 2018 d'ailleurs. Donc, ce sont des entreprises. Donc, il est clair que les clubs doivent se restructurer. On n'est pas obligé d'avoir un championnat de 20 équipes. Donc, le chantage n'a pas de nom. Les ressources sont d'abord propres à celles du club. Donc, vous comprenez donc aujourd'hui que ces clubs sont allés en compétition sans projet de budget, sans prévision, sans feuille de route. Mais c'est quand même extraordinaire pour venir se surprendre. Donc, je sors en disant qu'il y a un exemple qu'il faut magnifier,
qu'il faut magnifier, c'est le canon sportif de Yaoundé. Je ne suis pas supporter du canon. Le canon sportif de Yaoundé a compris qu'il faut s'arrimer à la nouvelle donne. Vraiment, il faut que les autres suivent le pas. C'est bon, on a suivi. Un club mythique. Regardez où l'Union sportive de Douala se retrouve en ce moment. Bon, Edith, écoutez, c'est pas parce que les présidents de club viennent vous dire nous sommes asphyxiés, il n'y a pas d'argent, que nous allons croire qu'ils n'ont même pas 5 francs. Puisque ces clubs s'entraînent et il faut payer la prime d'entraînement, il faut faire un certain nombre de choses. Je dis, ils sont dans une revendication, je continue de dire légitime, parce que nous avons voulu qu'elle soit légitime. Et c'est ça le véritable problème. Nous avons eu un souci au moment du départ de ce professionnalisme, et je crois que l'État du Cameroun, c'est-à-dire le gouvernement, ceux qui avaient décrété cette affaire, ont commis beaucoup d'erreurs. Et si nous ne voulons pas reconnaître, pour tout remettre sur les présidents de clubs, ça ne peut pas marcher. Il faut bien que l'État reconnaisse, n'est-ce pas, ses erreurs, que la fédération, à ce moment-là, reconnaisse ses erreurs. Après avoir été pendant 10 ans, quelles erreurs? Allons-y, il faut bien que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on puisse continuer. En tout cas, on préfère remettre ce sujet. Remettons ce sujet pour plus tard. J'aurai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Samuel Zona et tous les autres panélistes. Madame, Monsieur, le temps nous tient véritablement à la gorge et nous sommes obligés de mettre fin à cette édition de Sport Club. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques heures pour une autre partie d'échange sur les questions de sport. Bonsoir.